Bonjour et bienvenue. Je suis Jean-Philippe Descas et vous écoutez Oser. Oser est un podcast pour mieux comprendre les enjeux de notre monde face à l'urgence sociale et écologique. C'est aussi une source d'inspiration grâce au parcours de personnes qui nous ressemblent et qui ont décidé de mettre du sens dans leur vie en passant à l'action. Enfin, c'est une ode à l'engagement individuel et collectif pour tenter de rendre le monde un peu meilleur. Si vous appréciez ce podcast, j'ai besoin de votre soutien pour le faire rayonner. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. N'hésitez pas non plus à partager les épisodes que vous avez aimés autour de vous et sur les réseaux. Merci à vous. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour Jérôme Cuny. Bonjour Jean-Philippe. Et bienvenue sur Oser. Merci. À nouveau. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un livre que tu as sorti il y a quelques temps maintenant, qui s'appelle Relocaliser, aux éditions Tana, collection Fake or Not, qui est très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle, sinon tu ne serais pas là. Donc j'aimerais parler avec toi en fait de ce gros sujet qui est la relocalisation. Dont on parle plutôt pas mal en ce moment, qui commence à être sur la table et à l'agenda des politiques, des institutions, et pas uniquement de quelques courants écolos ou de niche. Et donc voilà, donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de pourquoi relocaliser, en quoi est-ce que c'est important ou pas d'ailleurs aujourd'hui, pour quelles raisons est-ce qu'on aurait envie de relocaliser, et puis ensuite ce que ça implique véritablement de relocaliser, est-ce qu'on peut tout relocaliser, comment on doit choisir ce qu'on doit relocaliser ou quoi, quel problème ça pose concrètement en fait dans les processus de relocalisation. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu ce qui, toi, t'a amené en fait à écrire ce livre ? Ma vie, mon œuvre en quelques mots. Historiquement, en fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant océanographe physicien. J'ai fait des études aux États-Unis. J'étais plutôt spécialiste des régions arctiques, donc le sujet du climat nous concernait déjà à la fin des années 90. Et comme j'aime à me rappeler, j'étais à la COP 9 en 2003, sachant qu'au moment où on se parle, la COP 28 se termine, donc on est 19 COP plus tard, et les choses avancent doucement. Après avoir fait ça, je suis rentré, je suis passé par la Belgique, postdoc en France, et j'ai quitté le monde académique, et je suis devenu entrepreneur. J'ai rejoint une première start-up en océanographie, puis j'en ai monté, fondé ou cofondé 3, dont la dernière qui était dans le secteur des énergies marines renouvelables, donc il y avait toujours quand même un lien avec l'océanographie. Et c'est un moment où j'ai commencé à mieux comprendre la notion de chaîne de valeur, d'industrie, puisque l'éolien offshore en fait est un métier assez complexe. La France commençait à se lancer en 2011, à lancer des appels d'offres pour des champs. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aussi aperçu que la France possédait très peu de chaînes de valeur pour construire ses champs éoliens. Et puis la société a été intégrée dans un grand groupe, grande réflexion, et puis j'ai repris des études et j'ai été dans la première promotion d'un master qui s'appelle Stratégie et Design dans l'Anthropocène, proposé par l'ESC Clermont en collaboration avec l'école de design Strat, et porté par Alexandre Monin, Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, autour du concept de redirection écologique qu'ils ont construit. Et à la fin de ce master, il fallait que je fasse un mémoire, et j'ai choisi le sujet de l'industrie. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a mené à t'intéresser au sujet de la relocalisation et à écrire ce livre ? Je pense qu'il m'a attiré sur le sujet de l'industrie et de continuer à le pousser, c'est qu'il est assez symbolique de tous les enjeux auxquels on est confronté, c'est-à-dire l'aspect très systémique de tous les enjeux auxquels on est confronté, dans le sens où produire nécessite des matières premières, donc on est sur le sujet de l'extraction, nécessite des savoir-faire humains, donc la partie humaine est très importante, la partie impact, puisque chaque fois qu'on produit, j'ai parlé de l'extraction, mais ça va jusqu'à la fabrication, l'usage, le transport du produit et sa fin de vie. Tout ça entraîne des impacts environnementaux très significatifs.
Et ça rejoint tout un aspect sociologique, puisque ce que fabrique l'industrie sont des objets qu'on va consommer, utiliser, et donc qui correspondent à des habitudes de consommation. Donc en fait, il y a tout un aspect systémique que je trouvais passionnant, où on touchait à tous les sujets. J'ai même pas mentionné le sujet de l'énergie, qui est assez clé et qui pose aussi un vrai problème aujourd'hui. Donc c'est ça que je trouve vraiment passionnant, c'est ce côté 360 degrés. On peut l'attaquer par toutes sortes d'angles. Et moi, peut-être trop ambitieux, il y a toujours ce questionnement, est-ce qu'il faut mieux se concentrer sur un aspect ou tous? J'aime beaucoup regarder dans beaucoup de directions, ce qui prend beaucoup de temps, ce qui fait que peut-être je suis un peu moins expert sur certains sujets, et j'essaye plutôt d'apporter une vision globale sur ces enjeux, que je combine avec une réflexion plus générale dans mes recherches et mes enseignements sur la sobriété, qui à nouveau est un sujet systémique et qui, je trouve, résonne très bien avec ce thème de l'industrie. Eh ben super. Et tu veux toujours pas nous dire comment est-ce qu'on est arrivé à écrire ce livre? Pardon. Pardon. Donc comment je suis arrivé à écrire ce livre? J'ai écrit ce mémoire à la sortie de mon master. Et il se trouve que par le biais de rebonds, quelqu'un avait vu quand j'ai posté ce mémoire sur LinkedIn, quelqu'un de mon réseau, je pense que je peux le mentionner, c'est Arthur Keller en fait, qui a repéré ça et qui était en connexion avec la personne qui pilote et qui accompagne tous les auteurs de la collection, qui est Isabelle Brockman, et il lui a indiqué que j'avais travaillé sur ces sujets. Elle m'a contacté, on s'est parlé au téléphone, et on a aperçu qu'on était très très alignés sur plein de sujets, dont la politique, sujet dont on a beaucoup discuté pendant l'écriture de ce livre. Et encore hier soir, elle m'appelait parce que je suis passé sur Public Sénat il y a une semaine à la télé sur le sujet de l'industrie. Et nous avons des longues conversations, ce qui fait qu'il y a eu une accroche humaine autant qu'intellectuelle sur ce sujet. Et donc, on a travaillé ensemble, de concert. J'amène les connaissances, j'essaie d'écrire, et elle donne la patte de fake or not pour que ça soit aussi lisible pour le grand public que possible, parce que je tiens à préciser que autant je travaille sur des choses très pointues, autant ce livre est vraiment un livre grand public qui ne va pas endormir tout le monde avec que des séries de chiffres parfois rébarbatifs quand on n'est pas spécialiste du sujet. Non, il est très agréable à lire. Il y a beaucoup de graphiques aussi qui permettent de comprendre les choses, des points clés qui ressortent, etc. C'est pas, voilà, on n'a pas besoin de le lire, j'allais dire, d'une traite. Oui, on peut s'intéresser à certains sujets, y revenir pour chercher aussi des chiffres, des informations qu'on aurait oubliées. Non, c'est vraiment, moi j'adore les livres de la collection Fake or Not. J'avais reçu Maxence Cordiès pour parler de celui sur l'énergie il y a quelques mois maintenant, et c'est toujours très très bien fait, donc c'est vraiment une collection de manière générale que je recommande, et je n'ai pas d'action et je ne connais pas Isabelle, donc voilà, je ne vais pas être taxé d'avoir des intérêts là-dessus. Merci déjà pour cette introduction, Jérôme. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du constat, avec d'abord peut-être quelques chiffres ou quelques indications sur qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on consomme en France, et pour essayer de voir quel est l'écart et nous intéresser en fait du coup aux problèmes que posent en fait nos modes de production et de consommation. Donc il faut réaliser, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais très rapidement, en fait, à partir des années 70, la France a décidé de devenir un pays post-industriel. J'aime bien toujours le préciser parce qu'on associe toujours la désindustrialisation avec une mondialisation, mais qui a vraiment augmenté dans les années 90 et qui a explosé avec l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001. Mais donc en fait, c'est un processus qui a démarré bien avant. Dès les années 80, il y avait des délocalisations. Et ça nous a amené aujourd'hui à un constat, pour faire très simple. Dites-vous qu'à peu près les 2/3 minimum de ce que vous achetez au quotidien est importé en France. Donc aujourd'hui, l'industrie représente à peu près 10% du PIB, ce qui est à peu près la moitié, voire encore moins que ce qu'il y avait il y a 40 ans. Et donc on fabrique pratiquement rien de ce qu'on consomme au quotidien, sachant qu'on prend notre point de vue de citoyen, mais il faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle le business to business, le B2B. Les entreprises elles-mêmes importent énormément de ce qu'on appelle biens intermédiaires, de composants pour fabriquer leurs produits, même quand elles assemblent sur notre territoire. Donc il y a un vrai décalage avec des extrêmes qui vont sur les vêtements, par exemple. Les vêtements,
On considère qu'on fabrique moins de 5% de ce qu'on achète, sachant qu'on parle en vêtements, si on inclut les chaussures, on parle en milliards de vêtements par an en France, achetés. On est en moyenne, bien entendu, toutes les personnes ne sont pas comme ça, on parle à plus de 100 vêtements achetés par an, et dites-vous qu'il n'y en a pratiquement aucun qui est fabriqué en France. Et au niveau des autres industries, alors c'est vrai que le vêtement, on a le textile, c'est souvent celui qu'on cite le plus. Maintenant, il y a même des émissions qui nous montrent un petit peu les travers avec des vulgarisateurs comme Hugo Clément, par exemple, qui ont fait récemment des émissions sur le service public là-dessus. Est-ce que tu aurais d'autres chiffres dans l'industrie, mais aussi dans l'agriculture? Parce que c'est vrai que on n'a pas forcément une idée très claire de d'où vient ce qu'on consomme. C'est pas forcément toujours très transparent. Et notamment sur des secteurs où on a l'impression, a priori, d'être assez bon en France. Alors je pense effectivement notamment à l'agriculture. Oui. On se dit, enfin, quand même, on est solide, on doit avoir une sacrée résilience alimentaire, une sacrée autonomie alimentaire en France. Qu'est-ce qu'il en est réellement, en fait? Alors, sur l'agriculture, en fait, ça va plutôt bien, Ok. même si la part d'importation ne cesse d'augmenter. Ce qui correspond aussi à des habitudes de consommation. Typiquement, vouloir des fruits et légumes, pas que exotiques, on va parler simplement de la tomate, vouloir des tomates en hiver, vous en aurez peu venant de France, même si on peut en faire pousser un peu sous serre en France, mais elles vont venir principalement d'Espagne. Alors, c'est pas toujours hors Europe, faut parfois distinguer la distance, mais c'est vrai que nos habitudes de consommation, vouloir tout, toute l'année, clairement fait que même dans l'agroalimentaire, on a beaucoup d'imports. Se rajoute par-dessus ça la consommation de produits transformés, parce qu'on parle agriculture, mais je vais le transformer en agroalimentaire en fait. Nos habitudes de consommation à nouveau qui tendent vers de plus en plus de produits transformés fait qu'ils peuvent venir de plein de pays et qu'ils ne sont pas tous fabriqués sur le territoire français. Ça peut être à des distances raisonnables en Europe, à nouveau. Des grosses sociétés agroalimentaires françaises ou européennes font fabriquer aux quatre coins de l'Europe et on importe en France. Mais il faut quand même reconnaître que l'agriculture et l'agroalimentaire est un des secteurs qui se porte entre guillemets bien, avec plein de bémols, les conditions de vie de beaucoup d'agriculteurs, beaucoup trop de transformation, la composition des produits transformés est sûrement tout sauf équilibrée. Il y a énormément de sujets. Mais la France reste un pays agricole. Je pense qu'il faut être très vigilant par contre sur ce sujet et faire très attention parce que typiquement il y en a tout un sujet sur le départ en retraite d'énormément d'agriculteurs. Qu'est-ce que vont devenir ces terres? Est-ce qu'elles vont rester des terres agricoles ou pas? Voilà. Aujourd'hui, en artificialisation des sols, c'est sur les terres agricoles qu'on mange le plus, plutôt que sur les espaces naturels. Donc ça pose question, etc. Donc il faut être vigilant sur l'agriculture, mais c'est un secteur qui va bien, même si la part d'importation En ne termes de cesse production d'augmenter. locale, en tout cas. Oui, local, oui. Là, tu suggères presque qu'on parlerait de circuit court. C'est quand même pas du tout la majorité en France, mais si on peut appeler à l'échelle nationale un circuit court, on a des vraies capacités, un vrai historique et des vraies compétences en France. Et ça fait partie des sujets, je pense qu'il faut fortement préserver. Et je trouve qu'on s'y concentre même pas encore assez. Mais on en parlera sûrement sur qu'est-ce que c'est qu'une priorité et comment on peut y réfléchir. Oui, et puis on pense à d'autres produits, par exemple comme tous les produits de haute technologie, comme les smartphones ou les ordinateurs. Là, pour le coup, tout est importé. Oui, pratiquement tout est importé. Il y a encore quelques cartes électroniques faites en France. Vous avez quelques pionniers qui essayent de faire des téléphones. Je ne vais pas retrouver le nom de la société, bien entendu, mais on est sur l'épaisseur du trait aujourd'hui, sur l'électronique. D'accord. Je l'inclus un peu dans ce que je te disais tout à l'heure sur les produits de notre quotidien. Clairement, là-dessus, on importe tout. Si vous regardez des chiffres, par contre, je vous encourage toujours à être vigilant, parce que beaucoup de chiffres sont sur les valeurs en argent. Et donc, typiquement, le premier élément qu'on importe en France, c'est les énergies fossiles. Et comme ça coûte cher, c'est une énorme trou dans notre balance commerciale. Le deuxième, vous allez avoir les voitures. Parce qu'en fait, on n'en importe peut-être pas, on n'en mange pas tous les jours, des voitures. Sauf que comme c'est un produit qui coûte cher, dans la balance commerciale, il joue énormément quand on l'importe d'un autre pays. Donc il faut faire attention, les produits du quotidien vont souvent être en 3e ou 4e position des importations parce que ce sont des plus petits objets. Donc même s'il y a beaucoup de volume en prix, ça coûte moins cher qu'une voiture.
Donc on le voit un petit peu moins dans les chiffres, mais tu as parfaitement raison. Par rapport à notre quotidien, tout ça est importé et on n'en fabrique pratiquement aucun. Et sur les voitures, justement, puisqu'on a des industriels stars en France, entre guillemets, Renault, Peugeot, Mhm. Citroën, etc. Euh, quelle est la part en fait, de production réellement locale par rapport à une production importée? Est-ce que tu avais creusé ou pas ce sujet? Alors, je ne vais pas pouvoir te donner un chiffre exact, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que je n'ai pas un chiffre absolu, mais dans le concret, il faut aussi réaliser ce que c'est que de fabriquer un produit. En fait, en tant qu'utilisateur final, on ne voit que l'objet en lui-même. Et j'aime beaucoup cette phrase de Thorstein Veblen qui dit: Nous ne sommes pas assez matérialistes. Et être matérialiste, c'est pas être superficiel de vouloir accumuler plein d'objets, c'est comprendre la matérialité de nos objets et comprendre qu'ils sont composés d'énormément de composants. Pardon. Ils sont fabriqués à partir d'énormément de composants. Et donc une voiture thermique, c'est à peu près 30 000 pièces, on va dire. En fait, vous en avez une énorme partie qui, même quand on dit fabriqué en France pour une voiture, il y a très peu de chances que les 30 000 pièces viennent de France. C'est même pas très peu de chances, ça n'arrive pas, c'est sûr. Donc une voiture même fabriquée en France va plus souvent ressembler à de l'assemblage que de la fabrication. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains composants. Il y a une usine dans le sud de la France qui fait toujours des bougies, etc. Donc il y a quelques éléments. Mais dans une voiture, je ne pourrais pas vous dire la proportion Hmm. de ce qui est fabriqué vraiment en France. C'est pas simple à savoir. Et même en Europe, c'est pas simple à savoir. Alors fais attention, hein, quand tu parles de matérialisme, tu glisses vers le marxisme, ça devient dangereux. Non, enfin, trêve de plaisanterie, tu me fais un très bon glissement vers le sujet suivant, qui est la production française. Tu en parlais des voitures. Typiquement, moi, de manière assez naïve, je te demande est-ce que ces voitures de marque française sont produites en France? Et là, on se rend compte, dès qu'on soulève le capot un petit peu, que finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et quand on ne s'y intéresse pas du tout, et quand on consomme, j'allais dire, purement et simplement, sans trop creuser la question, ou même avec une volonté de bien faire, on se rend compte que c'est pas facile de savoir réellement ce que c'est qu'un produit français, un produit 100% produit en France. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous donner des billes là-dessus pour nous éclairer entre les labels, les informations à chercher, ce qui est réellement fait ou non aujourd'hui? Donc il faut abandonner l'idée de perfection hein, là-dessus complètement. Si je suis extrême, je vais vous dire, si vous vouliez du 100% français, ce n'est pas possible simplement parce que les camions qui vont transporter les pièces pour construire votre voiture tournent avec du pétrole qui est importé. Voilà, si on allait jusqu'à ce point-là, hein, mais si on parlait de 100% français, théoriquement, il faudrait tout décomposer. Euh, Aujourd'hui, la notion de Made in France, qui existe, hein, a une part de flou non négligeable qui est formulée à peu près de cette manière-là. Une part significative de la valeur ajoutée est obtenue en France. Donc valeur ajoutée, est-ce que c'est que financier? Est-ce que c'est sur la fabrication? Bon, ça laisse un certain flou qui fait que vous pouvez vous retrouver avec pas mal de produits juste assemblés, ce qui est Mhm. déjà mieux que rien, comme toujours. Hein, je dis, faut mieux ça que rien du tout et qui a poussé, entre autres, certaines personnes à construire ce label Origine France Garantie, qui Ok. lui, au moins, commence à mettre un chiffre en disant 50% de la Hmm. fabrication d'un produit faite en France. Donc déjà, ça nous permet d'avancer en étant un peu plus chiffré. Je ne suis pas obsédé avec les chiffres, mais il faut être un peu concret, Mhm. sachant qu'on n'arrivera pas au 100% pour la raison que je t'ai expliqué juste avant. Est-ce que c'est même souhaitable? On en discutera peut-être un petit peu après. Euh, donc, Origine France Garantie, un peu plus solide que Made in France pour se donner une idée d'une forte ancrage français de la fabrication. Et c'est déjà une énorme avancée. Par contre, il faut réaliser que on doit être à quelques milliers de produits sur. Vous pouvez aller, il y a un site Origine France Garantie qui essaye de D'accord. lister tous ceux. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 2000, on doit être à beaucoup plus hein, quand même maintenant. Mais vous voyez, je vous parle de tout petits chiffres, hein, entre guillemets, parce que les critères commencent à être un peu plus stricts que le Made in France. D'accord. Et là-dessus, sur ce label Origine France Garantie, on parle aussi des matériaux qui sont sourcés en France ou non, vraiment de la fabrication? Souvent, c'est soit des termes fabrication ou valeur ajoutée, on parle d'éléments comme ça, de cette
partie de la chaîne de valeur, D'accord. puisque, comme je l'ai mentionné au début, oui, une chaîne de valeur d'un produit, elle est beaucoup plus longue que souvent ce qu'on imagine, et elle démarre, pour votre téléphone, elle démarre dans une mine Oui. où on extrait les matières premières, que ce soit du lithium pour la batterie ou de l'or ou du cobalt pour les microprocesseurs. Oui, ou même pour le textile, par exemple, quand on achète un t-shirt en coton, Mhm. il faut que le coton provienne de champs de coton. Et or, des productions de champs de coton en France, il n'y en a pas des masses. Et il n'y en a pas, je crois pas, Mais- sauf erreur de ma Alors, part. je crois qu'il y a le slip français D'accord. qui cultive quelques hectares D'accord. de coton pour sa propre production. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je suis à peu près sûr, D'accord. à vérifier, mais c'est anecdotique. Oui, c'est symbolique plus qu'autre chose, et on parle même pas coton bio, ce qui est encore un autre niveau, même si je ne serais pas surpris que le CIP français, poussant une très belle dynamique, essaye d'aller dans cette direction. Après, il y a toute une réflexion là-dessus, parce que le coton consomme énormément d'eau pour faire grandir, et je le glisse, hein, parce que c'est anecdotique, mais la France pourrait avoir un bon positionnement sur le lin et le chanvre, qui n'est pas nécessairement, parce que j'ai vu plein de sortes de vêtements, pas toujours agréables sur certains vêtements, mais sur plein d'autres, les jeans par exemple, ça donne des choses très intéressantes. Et il se trouve que lin et chanvre ne consomment pas beaucoup d'eau, que la France est un des plus gros producteurs de lin et de chanvre au monde et en Europe, mais ça reste des volumes minimes. Et hier, j'étais encore à une conférence où ils mettaient en place la chaîne de fabrication du tissu, mais il a fallu remettre en place des filatures, parce qu'à nouveau, hein, il y a plein d'étapes avant même de fabriquer le jean. Et on a quelques éléments en France, mais à nouveau, je vous ai dit, le final de fabrication de vêtements français est moins de 5%. Et là-dedans, vous avez encore moins de chanvre et de lin. Donc on est vraiment au début d'une filière, mais qui me semblerait intéressante à pousser. Alors ça, on va y revenir après sur la question de la relocalisation. Mais peut-être une question un peu naïve, mais pourquoi est-ce qu'en fait on s'embête avec la volonté de relocaliser ? En quoi est-ce que c'est un problème qu'un produit ne soit pas 100% français, d'origine France, made in France, etc. Est-ce que c'est pas une question de souverainisme, en fait, j'allais dire, peut-être même associée avec l'extrême droite, de vouloir produire en France ? Enfin, qu'est-ce que ça soulève, en fait, comme problématique, comme question, et pourquoi vouloir relocaliser ? Je pense qu'il a réveillé beaucoup le pays et qui nous donne un exemple concret. Alors attends, je vais le tourner en fait dans l'autre sens. Dans un monde parfait, c'est vrai que dans un monde parfait, fait d'amour et de paix, une chaîne industrielle mondialisée sur une terre qui n'aurait que peu de variations, peu de problèmes, ça pourrait avoir beaucoup de sens sur l'esprit des avantages comparatifs, et chacun a sa spécialité. Ça pourrait avoir beaucoup de sens. La crise Covid, en arrêtant les transports et les mouvements internationaux commerciaux, nous a montré à quel point en fait, cette dépendance finissait par nous fragiliser, avec des choses aussi extrêmes que les médicaments ou encore plus basiques, les masques. C'est intéressant que tu soulèves le terme de souveraineté, et j'aime bien amener une précision pour avoir des longs débats avec peut-être des linguistes, mais de ce que j'ai fouillé, la souveraineté, c'est le pouvoir de la décision. Donc j'aime beaucoup donner cet exemple en disant, pendant le Covid, nous avons eu le droit de prendre la décision de voter une loi de fixer un prix maximal sur les masques, puisqu'on voulait que les gens en changent 3-4 fois par jour. Et dans un pays qui cherche l'égalité et le respect de tous, voulait des prix raisonnables pour que même les moins riches puissent en changer régulièrement. Sauf que nous n'avions pas de masques. Donc, souverainement, nous avons pu décider des lois autour des prix de ces masques, mais nous n'avions pas l'autonomie ou indépendance, là on pourra avoir des débats sur le terme, de les fournir à nos citoyens. Ce qui amenait des grandes batailles à travers le monde pour avoir accès à des masques qui étaient fabriqués principalement en Asie, hein, dont en Chine. Donc, je tiens à distinguer vraiment cette idée de souveraineté. Pouvoir prendre la décision, on peut se plaindre de l'Europe, elle décide tout, bon, ok, très bien, mais en fait la France a un pouvoir souverain, on vote nos lois et on décide, même si parfois elles doivent s'aligner avec des directives européennes, parfaitement. Par contre, l'autonomie, c'est autre chose, c'est-à-dire c'est décider ce qu'on va fabriquer, ce avec quoi on va avoir accès, et effectivement le fournir. Et ça aujourd'hui, vu ma description de l'état de l'industrie en France aujourd'hui, et de le niveau d'importation, on en est très très loin. Donc en fait, on se fragilise par ce manque d'autonomie,
dans un monde qui va devenir de plus en plus volatile. C'est sûr que la situation, peut-être qu'on n'aurait pas tenu ce même discours il y a 20 ans, or les sujets sociaux, puisque en fait l'espérance de cette mondialisation parfaite qui fait que tout le monde serait devenu ingénieur informaticien en France, on a vu dans les faits que ça ne fonctionne pas, parce que la population humaine n'est pas uniforme. Donc déjà, il y avait un sujet là-dessus sur le fait d'avoir complètement désindustrialisé. Mais là, d'autant plus, on l'a pris en pleine face sur nous sommes dépendants du reste du monde. Et quand le reste du monde n'avance plus ou que même les ponts de communication sont coupés, il y a eu le Covid, mais dans le futur, ça pourrait être pour des raisons géopolitiques. Hein. On s'aperçoit là, les situations se tendent avec le Niger, par exemple, en Afrique. Ce n'est pas notre fournisseur principal, mais le Niger a produit extrait de l'uranium. Alors c'est pas du tout pour la France un des fournisseurs principaux, donc c'est pas grave, mais ça nous donne un bon exemple d'une matière première assez indispensable, puisque 75 à 80% de notre électricité venant du nucléaire, l'uranium est assez indispensable. Donc on s'aperçoit que ça nous fragilise. On est quand même 67 millions, avec un certain niveau de confort en plus. C'est un sujet qu'on abordera sûrement sur les habitudes de consommation. Et pour éviter de la discontinuité, ça serait une première raison, motivation simple, de vouloir être plus autonome. Et après, il y a plein d'autres avantages au fait de réindustrialiser le pays. Vis-à-vis de ce que je t'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que ça a créé une caste sociale dans certaines régions, entre autres le nord et l'est, hein, pas que, mais entre autres, où le départ des usines, et entre autres dans les villes de taille moyenne, où beaucoup d'entre elles étaient installées, où un effet de casse sociale assez catastrophique. Donc juste ramener des industries amène tout un sujet de répartition territoriale, d'aménagement du territoire qui pourrait permettre de redonner de la vie parfois hein, dans des zones qui ont été abandonnées ou abandonnées économiquement. Si pas par la population. Ouais, je voudrais qu'on revienne là-dessus parce qu'il y a quand même toute cette mythologie qu'on entend en permanence de la destruction créatrice. Donc oui, alors certes, effectivement, les usines sont parties, mais du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux secteurs, etc., où les gens vont pouvoir aller travailler. Mais on voit que dans les faits, réellement, c'est pas le cas, puisque les gens sont au chômage, ou même pas au chômage d'ailleurs, et qu'ils ne se sont pas réinventés ingénieurs chez Apple après avoir travaillé dans des usines automobiles pendant 30 ans. Du coup, ouais, c'est ce qui... Il y a un décalage. Je vais te donner un exemple sans nommer l'entreprise, mais qui est récent, mais qui, je pense, est symbolique de ce qu'on a cru espérer pour la France dans les années 80, parce qu'à nouveau, j'insiste, et je pense que c'est important, que ça a été un choix politique de se dire la France a intérêt à devenir une société post-industrielle, ce qui sur le papier, quand on est dans les années 70, que le niveau d'études, de formation ne cesse d'augmenter, que le niveau de richesse et d'équipement ne cesse d'augmenter, se dire que travailler de ses mains, avoir des métiers pénibles, qui était encore l'image fortement associée à l'industrie, puisse être transporté, déplacé dans des pays qui vivraient alors leur 30 glorieuses, donc quelque part gagnant-gagnant pour tout le monde, avec l'idée que tout le monde allait atteindre un certain niveau d'études. Et je pense que c'était ça qui n'a pas été réaliste. Donc un exemple assez récent pour montrer que c'est pas réaliste, une entreprise qui travaille dans le secteur automobile, thermique, qui sait que ces produits qu'elle fabrique, qui sont des composants de voitures thermiques, n'auront plus d'intérêt d'ici donc 2035 au plus tard, hein, puisque après 2035, l'Europe a décidé qu'il ne sera plus possible de vendre des voitures thermiques. Les personnes de l'entreprise m'expliquent, mais nous fournissons plein de différentes composants de voitures moteurs thermiques, mais nous avons déjà pris le virage, nous avons bien compris, nous allons nous positionner plus sur un esprit de mobilité, entre autres avec des applications et une réflexion sur la gestion des données de déplacement, etc. Très bien. Et je pose la question en disant, mais vis-à-vis des gens qui sont sur les chaînes de production. Et là, il y a eu un silence. Parce que, en fait, c'est pas une question d'intelligence. Il peut y avoir simplement une envie. C'est-à-dire, quand on travaille de ses mains, informaticien, on est assis derrière un bureau. C'est un autre métier, c'est un autre style de vie, c'est un autre style de métier. Et tout le monde n'a pas envie d'être assis derrière un ordinateur.
Alors je rajoute une petite couche au passage, c'était une entreprise européenne. La personne m'a avoué qu'en fait cette dynamique était fortement lancée par les bureaux indiens de l'entreprise. Donc là on était à un deuxième niveau de surréalisme, mais ça n'avait jamais été suggéré que les gens de la chaîne allaient devenir informaticiens, et vous vous doutez bien que encore moins qu'ils partent en Inde pour participer aux équipes de développement. Donc en fait, cette évolution n'était juste pas réaliste. Donc, oui, destruction créatrice, sauf que on est sur une création qui remplace la destruction, qui n'est pas du tout dans le même domaine et qui n'est pas réaliste dans ce cas-là. Et il s'est passé la même chose dans les années 80, dans les régions du Nord et de l'Est, dans le textile à partir des années 2000, quand on a enlevé toutes les barrières douanières. Les gens ne changent pas de métier comme ça, n'ont pas toujours les compétences et n'ont pas toujours envie. Donc, croire que le marché s'adaptera, ça marche des fois, et puis des fois ça marche pas. Et quand ça marche pas, ben, c'est de la catastrophe, parce que si on planifie pas pour organiser une descente ou une réorganisation, le marché n'est pas toujours magique parce qu'il cherche l'optimal. Et des gens qui ont quitté leur boulot avec certains types de compétences, si c'est pas ce que recherche le marché pendant les 30 prochaines années, eh ben, il n'y aura pas de nouvelle création d'opportunités pour ces personnes pendant 30 ans. C'est là où l'État aurait dû, je pense, avoir un rôle plus actif. Il y a eu des tentatives, mais pas fructueuses. Ce qui est quand même important de noter, je trouve, c'est qu'on peut se dire, bon, dans les années 70, effectivement, ça paraissait être intelligent, ils ont pris cette direction. Mais quand même, déjà, dans les années 70, ça fait 40 ans qu'il y a des gens comme Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, qui écrivent sur ce même sujet de la technique. Il y a Ivan Illich, il y a Gunther Anders, il y a Castoriadis, qui travaillent sur ces sujets, je veux dire, qui sont contemporains de ces prises de décision, qui alertent et qui expliquent que en fait, ce sont des choix qui n'ont pas de sens socialement et écologiquement. Donc ça paraît quand même assez... Oui, alors je dis pas que je vais aller à l'opposé, mais pour moi, tous ces intellectuels remettent même en cause la machine. Donc, quelque part, ils remettraient en cause même l'industrie. C'est-à-dire que, pour moi, bon, après, on pourrait en discuter, mais ils remettent en cause la technologie, pardon, vis-à-vis peut-être de la technique, du savoir-faire, etc. Donc, ils remettent même en cause le niveau de technicité, en fait, de notre société, qui est un vrai sujet et qui, je pense, dans le sujet de la relocalisation, va venir de façon très très claire. C'est-à-dire que, pour globaliser, moi je dis, si vous pensez qu'on va tout produire sur notre territoire, ce n'est pas réaliste. Même les plus optimistes disent, on espère qu'on montera à 15% du PIB, donc ce qui serait déjà un saut énorme, même si ça paraît beaucoup, même si ça représentera des centaines de millions, peut-être même des milliards, je l'espère. Tout ça représentera quelques pourcentages de plus de consommation de produits qui seront fabriqués sur notre territoire. Et il faudra faire des choix. Et là, le sujet de la technologie, remplaçant l'humain ou devenant une extension externe de l'humain, etc., peut poser des questions sur la manière dont on veut relocaliser. Mais ce schéma d'abandonner l'industrie, j'ai presque envie de dire, aurait été presque aligné avec tous ces penseurs si on l'avait remplacé par de l'artisanat, ce qu'on n'a même pas fait en fait. Alors on a abordé deux aspects de pourquoi est-ce que en fait c'est un problème d'avoir des chaînes de valeur mondialisées. Le premier, c'est l'autonomie, c'est donc le fait d'être dépendant en fait, et que quand il y a des points d'accroche ou des événements comme celui du Covid ou d'une guerre, et bien finalement on se rend compte qu'on ne peut plus subvenir à certains besoins. Le deuxième, c'est le côté social. C'est-à-dire que en fait, ça provoque en fait une fracture sociale, de la casse sociale en fait dans certaines régions, dans certains métiers, et qu'on ne peut pas en fait transformer et repositionner les gens sur ces nouveaux métiers qui ne sont déjà pas forcément en même nombre, avec les mêmes compétences, avec les mêmes envies. Aux mêmes endroits. Ouais. En fait, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un cadre purement idéologique. Et troisièmement, qu'on n'a pas forcément abordé, qui est la question écologique, des limites physiques qui s'imposent de plus en plus à nous aujourd'hui à cause du réchauffement climatique, mais pas uniquement, en fait, du dépassement de toutes les limites planétaires petit à petit. Et ça aussi, en fait, nous demande de relocaliser, enfin, pousse à une relocalisation, on va dire, de nos activités productives.
Donc, on va être très pragmatique dans la première phase et après, on ira un peu plus loin en étant très pragmatique. Énormément de production parmi les plus polluantes, donc on va parler sidérurgie, verrerie, papeterie, chimie, et même le textile. Toutes les études que je vois suggèrent que si on les produisait sur notre territoire, on diminuerait très rapidement de moitié l'émission des gaz à effet de serre, par exemple. Voilà. Sur les grosses industries et le textile, j'ai vu à peu près des chiffres du même ordre de grandeur où on diviserait par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. À niveau de consommation constant. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Enfin, on parle de... Alors, en fait, on parle de méthode par production unitaire. Donc, derrière, bien entendu, toujours pareil, effet rebond. Hein, si on se mettait à en vendre 4 fois plus ou 2 fois... Alors, 2 fois plus, bien sûr, on perdrait cet avantage de réduction de division par 2. Toujours le même problème de l'effet rebond si le volume efface le gain technique ou technologique qu'on a obtenu. Donc, il y aurait cet avantage qui serait pas négligeable. Après, moi, je suis toujours un petit peu taquin. Je vais vous dire, moins 50%, c'est super, mais si vous n'avez pas un énorme saut technologique derrière, comment on arrive aux 40% de plus, puisqu'on va se dire que notre but, c'est de réduire de 90% nos émissions d'ici 2050. Mais ça serait déjà un progrès rapide. Sauf qu'installer une industrie et une énorme part de ces industries sur notre territoire, c'est très très long. Donc, c'est pas complètement réaliste d'espérer, mais au moins on sait que c'est vrai, que ça aurait un impact direct. Rajoutons là-dessus toutes nos normes environnementales, hein, même si on s'inquiète quand il y a une usine classée Céveso, hein, donc qui veut dire, suggère entre autres, il y a toutes sortes de cas, hein, et je ne suis pas spécialiste du sujet, mais va utiliser des produits chimiques, le niveau de traitement de contrôle est drastique. On pourrait toujours en réclamer plus, et c'est peut-être sûrement justifié dans certains cas, et il y a sûrement des entreprises, même en France, qui ne le respectent pas. C'est tout à fait possible. À nouveau, je ne connais pas toutes les situations, mais je rencontrais encore un industriel hier qui m'expliquait, mais il peut rejeter son eau dans la Garonne, parce qu'il la traite tellement, il a sa propre station d'épuration. Il a été obligé, parce que sa manière de travailler. Je ne le plains pas, il ne se plaint pas non plus, mais juste dire, voilà, on est à ce niveau d'exigence dans notre pays. Donc, clairement, rapatrier sur notre territoire, réduire les impacts environnementaux de notre production, parce que comme j'aime bien le dire, on a invisibilisé. C'est-à-dire qu'en faisant venir des 4 coins du monde, oui, on a gagné un peu de pouvoir d'achat, hein, ça se trouve dans les chiffres, à mettre en face de la casse sociale qui a été générée. Hein, donc là, il y a tout un équilibre qui serait intéressant à étudier pour voir à quel point on a vraiment gagné à l'échelle nationale et dans certaines régions. Mais de l'autre côté, en fait, on a envoyé dans d'autres pays toutes ces pollutions, parce qu'il faut aussi réaliser que le prix moins cher vient avec des règles environnementales moindres. Très souvent, pas partout, pas toujours zéro règle, mais elles sont moindres que chez nous. Et donc, c'est une composante, en plus de la main-d'œuvre, qui permet d'avoir des prix plus bas de fabrication. Donc, c'est bien gentil de se dire on met chez les autres notre pollution, mais ça nous fait oublier qu'avec ce prix bas vient aussi un bout de destruction de la planète. Et même si c'est peut-être pas toujours à côté de chez nous, quand c'est de la pollution, on va dire, locale, on détruit quand même la planète, on n'en a qu'une. Et quand on parle de gaz à effet de serre, on n'a qu'une seule atmosphère et il n'y a pas de discontinuité. Hein. Lui, par contre, les rivières peuvent être discontinues, elles sont locales, mais l'atmosphère, lui, il est continu, on respire tous le même. Hein. Et l'océan, c'est pareil. Hein, et l'océan, c'est pareil, il bouge. Il bouge à travers toute la planète et il circule à travers toute la planète. Donc, je pense que c'est un autre élément que je mets souvent en avant, qui n'est pas le plus agréable à entendre. Je dis, mais ça serait bien de mettre devant nos contradictions. C'est-à-dire que le moment où on va rapatrier, il va falloir se poser la question. Est-ce que je veux cette pollution ? Alors, malheureusement, vous avez une majorité, enfin, c'est un peu dur de voir parce qu'il n'y a encore pas beaucoup de cas, qui va dire non. Et là, moi, j'ai un petit peu de mal. Là, oui. J'avoue que quand je te disais tout à l'heure, je suis très compréhensif, je pense que tu l'as entendu par rapport à ce que tu décrivais sur je veux prendre en compte, je travaille beaucoup sur l'empathie, prendre en compte les visions, les positionnements des autres, sauf qu'à un moment, j'ai du mal. C'est-à-dire que de quel droit les Chinois seraient plus capables d'encaisser la pollution qu'un Français ? Je ne comprends pas ça. Je ne peux pas l'entendre. Tu veux dire qu'il y a des gens qui ne voudraient pas que ce soit leurs enfants qui travaillent dans les mines pour construire des smartphones ? J'arrive pas à comprendre. Mais je sais bien, ça paraît surprenant. C'est fou, c'est fou. Mais on est dans des positions très très confortables et on oublie un petit peu, il n'y a rien de magique. Nous ne sommes pas assez matérialistes, nous ne réalisons pas d'où viennent chaque objet,
qu'on utilise. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis sur en fait l'invisibilisation du caractère, enfin des impacts négatifs de toute production. En fait, puisque produire, c'est polluer, peu importe ce qu'on fait. Je voulais aussi insister sur un autre point qui est la capacité de mesure et de contrôle. Tu vois, donc tu insistais sur le fait qu'on a des règles environnementales en France ou en Europe qui sont déjà bien plus fortes, bien plus contraignantes que dans de nombreux pays, ce qui effectivement serait qui porte un intérêt à rapatrier de nombreuses productions, mais aussi ne serait-ce que sur une question de contrôle. Par exemple, aujourd'hui, si on prend que l'aspect climat et qu'on veut faire son BEGES, donc son bilan carbone, pour faire vite, quand on est une entreprise et qu'on veut regarder donc, le scope 3, donc sur toute sa chaîne de valeur, on est confronté à une problématique qui est demander à nos partenaires, nos sous-traitants, en fait, de nous envoyer leurs informations. Mais comment est-ce qu'on vérifie que c'est vrai, que la manière dont ils l'ont fait, etc. On n'a aucun pouvoir réel de contraindre en fait des organisations qui ne dépendent pas du même cadre juridique, d'autres politiques, à nous transmettre ces informations. Ce qui fait qu'on est vraiment confronté à une difficulté qui n'est que celle même de la mesure ou du contrôle réel des impacts négatifs de nos activités productives à partir du moment où toute notre chaîne de valeur s'étend sur différents territoires. Bien sûr, donc, plus on complexifie, plus c'est dur de mesurer et de contrôler. Et ça va même être pire quand vous interrogez des industriels. Ils vont connaître ce qu'on appelle donc leurs fournisseurs de rang 1, donc des fournisseurs de composants ou de matières premières. Très souvent, ils commencent, dès qu'on passe au rang 2, c'est-à-dire le fournisseur de leur fournisseur, je ne dis pas qu'ils ne les connaissent pas du tout, mais il y a beaucoup d'industries où ils ne savent même pas qui c'est. Donc, ça devient d'autant plus compliqué parce que cette chaîne de fabrication d'un produit est très décomposée, ce qui est peut-être plus efficace, sûrement, sous plein d'aspects, mais sur le contrôle et la mesure, ça rend le problème très compliqué dans l'absolu, même s'ils étaient tous en France, pour les connaître. Alors, comme tu l'as très bien dit, si en plus vous dites, le premier fournisseur de rang 1, allez, disons qu'il est en Europe de l'Est, déjà, ça va, on est en Europe, etc. Si le fournisseur de ce fournisseur est en Asie, bon, ben là, on rentre dans l'impossible. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas oublier d'où on part. Si on part de tellement loin que même si on fait des approximations, entre guillemets, avec dans ce qu'on appelle sur les facteurs d'émission, donc c'est le facteur dans le calcul d'un bilan carbone, c'est le facteur qu'on va multiplier par rapport au volume d'une matière ou d'un produit, avec toutes sortes de bases de données qui ont été faites. Il y a des marges d'erreur là-dessus. Mais on part de tellement loin que déjà mettre en place le processus, qui sera avec une amélioration continue, même si je ne suis pas obsédé avec cette approche, etc., en se disant, avec le temps, on va pouvoir affiner, mettons déjà en place ces procédures. Je vous rappelle que les entreprises de plus de 500 salariés sont censées publier leur bilan carbone en France. Le dernier chiffre que j'ai vu, je crois qu'il n'y en a que 40% qui l'ont fait sur l'année 2022. Bon, c'est pour ça que je te dis, oui, c'est important et c'est problématique ce que tu dis, mais on en est juste à publier vos rapports. Oui, mais c'est déjà on voit la difficulté. Voilà. Mais je ne pense pas qu'ils ne les publient pas parce que c'est difficile d'aller chercher le bilan carbone du fournisseur de rang 2. Je ne pense pas que ça soit ça le sujet. Ça doit être soit parce que ça prend beaucoup de temps, ils n'ont pas assez mis de personnel dessus, parce qu'ils n'ont pas réalisé l'investissement que ça nécessite, ou que les résultats n'évoluent pas nécessairement de façon très positive. Je pense qu'on est plus sur des sujets comme ça que du manque d'accès aux données, même si tu as raison. Le sujet de la traçabilité est un vrai sujet. Et quelle est la solution ? Il n'y en a pas de magique. On a une solution très technique qui va être utiliser des choses comme la blockchain, etc. Mais bon, il y a des moments sur un certain niveau de granularité, de sous-traitance, où ça ne devient pas réaliste de se dire qu'on va travailler sur ces éléments-là, mais il y a peut-être des choses à penser de ce côté-là, mais c'est sûr que plus vous décomposez, plus vous avez de composants, plus vous avez des risques qui vont être tous sanitaires, corruption, et vous êtes répartis dans le monde, etc. Oui. Et je pense qu'on revient sur cette idée de relocalisation à une simplification. Après, c'est un autre sujet qu'on pourra faire, c'est-à-dire que relocaliser, si on arrivait à pousser très loin, même cette relocalisation, ça pousse toute la question de la fabrication dans ce que je vais appeler les pays du Sud, en voie de développement, comme on veut les nommer, sur le fait qu'on va peut-être leur enlever du travail, entre guillemets. Parce que le rêve idéal théorique, ça aurait été que ce développement permet le développement d'une classe moyenne ou d'une classe moyenne supérieure
qui leur permet d'avoir une bonne répartition entre un secteur primaire, agriculture, secondaire, industriel et tertiaire. Si ces pays n'ont pas atteint ce certain équilibre, le fait que l'Europe se mette à soit produire chez elle avec des produits tellement simplifiés qu'il y a de moins en moins de sous-traitance, et ou baisse sa consommation, ce qu'on voit dans l'absolu, est-ce que c'est lié à l'appauvrissement, est-ce que c'est lié au vieillissement de la population, là on peut avoir des longues discussions, c'est pas toujours clair dans les chiffres, ça pose question sur est-ce que ça ne va pas abîmer clairement leur développement économique, où ils ne sont pas à des niveaux où à l'unité, ils polluent 10 fois moins que nous, tellement ils consomment peu aujourd'hui. Alors ça nous amènerait sur des sujets qui ne seront pas ceux d'aujourd'hui, mais notamment sur la vision de ce que c'est que le développement, de qu'est-ce qui est souhaitable, et en quoi, en fait, l'impérialisme historique et le colonialisme subi par ces pays est en final un frein et a causé la destruction d'organisations sociales différentes et qui finalement pouvaient être tout à fait souhaitables et désirables, et pour calquer en fait un développement occidentalocentré et qui n'est pas forcément désirable. On est d'accord, mais sauf qu'à nouveau, si ces populations se sont attachées à cette vision la poussent aujourd'hui, peut-être que c'est que les hommes politiques, peut-être, mais pour l'instant, plein de pays se sont alignés. Est-ce que la Chine est toujours théoriquement un pays communiste ? Quand on regarde le fonctionnement, le niveau de production, enfin c'est pas le niveau de production qui fait, mais tous les mouvements et leur positionnement, on peut se poser des questions. Donc voilà, il y a des mélanges qui se font entre peut-être un modèle occidental et un mélange avec ce qui se fait localement. Je pense qu'il faut aussi reconnaître ça, qu'il y a des appropriations de ce modèle qui se font avec le temps, même s'il y a sûrement toujours un néocolonialisme qui flotte dans l'air. Je pense qu'il y a des appropriations et des transformations qui se font. Mais c'est sûr qu'il y a eu une perte d'un certain modèle qui fait. C'est juste que je pense qu'il faut se poser la question, même en argent sonnant et trébuchant, en se disant, voilà, si nous n'importons plus, ça va être des pertes de budget pour ces pays. Est-ce que c'est un problème ou pas ? Est-ce que ça permettra de revenir à des modèles plus raisonnables et tout ça ? C'est tout à fait possible, mais c'est leur décision. Et aujourd'hui, je pense qu'ils le verront d'abord comme un manque. Ce que tu veux dire, c'est qu'on a imposé en fait un modèle de développement à ces pays-là depuis plusieurs années, en aussi forçant une certaine ouverture et en allant délocaliser nos productions, et que les enlever d'un coup comme ça, alors qu'ils sont dépendants de ces mécanismes-là pour effectivement subvenir à différents besoins, etc. Ça pose la question effectivement de l'accompagnement, ou en tout cas de la transition. La collaboration. Je ne veux surtout pas dire accompagnement, parce que comme on m'avait posé la question dans une conférence, on me dit qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse pour l'Afrique ou les pays du Sud ? Et moi, ma première réponse, c'est rien. On va arrêter de donner des conseils. On va arrêter. Regardons l'état de notre pays. On a émis des tonnes de CO2. On a participé largement en tant qu'Occidentaux au problème de limite planétaire. On a sûrement plein de bonnes idées. Super, il y a plein de gens brillants dans ce pays. Mais laissons les gens faire leur chemin un petit peu et arrêter de donner des leçons, parce que quand ils viennent nous demander des choses comme simplement remplir un fonds monétaire pour compenser tous les dégâts climatiques, ça met des années, on les remplit pas, etc. Donc à un moment, donner des conseils, je pense qu'on peut se calmer un peu. Moi je dis, rendons-nous disponibles s'ils viennent nous demander quelque chose. Mais je pense qu'il faut laisser faire le chemin au peuple. Ça serait pas mal qu'on arrête de donner des conseils et de croire qu'on va s'occuper ou conseiller quoi que ce soit. Excuse-moi, ça va un peu. T'as raison, mais c'est un sujet où j'ai pas de réponse finale. À disposer d'eux-mêmes. Oui, et peut-être qu'ils vont se tromper, mais j'ai envie de dire, nous, on se trompe régulièrement, et on est censé avoir un niveau d'éducation et de richesse qui est censé nous donner une certaine vision du monde très complète et complexe. On n'arrive pas à des décisions tellement plus efficaces, je trouve, en finale. On n'est pas des génies. Sachant qu'il y a en plus, je pense, quelques sources d'inspiration, et quand je dis quelques, c'est un euphémisme, à aller piocher aussi. Je crois que c'est le Rwanda qui a dit vouloir interdire complètement les plastiques. Le Panama, la population a bloqué pendant 1 mois la route principale qui traversait le pays, et pour que le gouvernement ne renouvelle pas la licence d'exploitation d'une mine de cuivre. Vous vous doutez bien que ça crée de l'emploi, ça crée énormément de richesses. Le cuivre est une composante essentielle de la transition écologique, parce que pour les câbles électriques, en fait, il y a besoin de cuivre, entre autres, pas que, mais
Le cuivre sert énormément. On aurait pu dire c'est une position géopolitique hyper intéressante. La population a décidé, le gouvernement a décidé de suivre. C'est pas le pays le plus riche du monde, hein, le Panama. Hein. J'ai pas dit que c'était un pays très pauvre, mais c'est pas le pays le plus riche du monde. Ils ont leur voie de développement, ils sont en train de faire leur choix. On peut peut-être s'en inspirer. Plus des pays d'Amérique du Sud, alors je vais plus me rappeler lequel, bien entendu, c'est horrible, qui a décidé de donner des droits à un fleuve. Hein. Toute une réflexion qui arrive, on en parle, il y a des réflexions sur la Loire. C'est l'Équateur, si je dis pas de bêtises. Merci. Hyper inspirant. Est-ce que nous, on va l'appliquer de la même manière ? Voilà, n'essayons pas de calquer, copier, parce que nous n'avons pas exactement le même mode de vie, la vision du monde, mais inspirons-nous. De l'autre côté, on l'a assez fait de donner des inspirations. Voilà. Donc regardons le monde, inspirons-nous, on a besoin de nouvelles idées. En fait, c'est comme ça que je le vois. On voit qu'on est un peu sur une voie un peu en sens unique depuis longtemps, avec une approche, Madame Thatcher, there is no alternative. Comme s'il n'y avait qu'un modèle, qu'une approche dans le monde, etc. On s'aperçoit que cette approche nous mène un peu dans le mur. Inspirons-nous, regardons, approprions-nous, transformons ces idées. On a besoin de nouvelles idées. Et oui, le reste du monde en a plein d'intéressantes, même quand ils n'ont pas 3 voitures, 8 ordinateurs et 4500 chaînes. Et encore, je crois que je sous-estime ce qu'on peut avoir entre toutes les plateformes aujourd'hui. Donc oui, ouvrons-nous sur le monde, écoutons, et surtout ne donnons pas de leçons. Mais voilà, je veux être un peu idéaliste, et oui, engageons une conversation, parce que oui, c'est vrai que si on consomme moins, ou qu'on rapatrie sur notre territoire, oui, ça va peut-être créer des déséquilibres dans certains pays, dans certaines régions du monde, qui comptent là-dessus aujourd'hui. Donc il ne faut pas le faire de manière unilatérale, encore une fois, comme voilà. Ça n'arrivera pas, ça ne serait pas réaliste. On avance à des vitesses. Hein, là, il faut voir, il y a eu un petit pic de création d'entreprises industrielles à la sortie du Covid 2021-2022. Les chiffres se tassent déjà un petit peu sur 2023 en création nette, parce qu'il faut toujours réaliser qu'il y en a toujours qui disparaissent. Oui. Ce qui arrive toujours dans une économie. Et il y en a un peu qui se créent, et on arrive à un solde net entre ce qui est créé et ce qui disparaît. Il est toujours positif, là, mais on était autour de 150, 200, puis 100, et là on est en dessous des 100 sur l'année 2023. D'accord. Donc oui, il y a une dynamique qui se ralentit un petit peu, mais parce que suite à l'inflation, les taux d'intérêt ont augmenté. Là, on n'est pas en récession économique par rapport à nos amis, nos voisins allemands, mais l'économie est en train de ralentir. C'était l'objectif de l'augmentation des taux d'intérêt. C'est ralentir l'économie pour que l'inflation se calme. Donc ça marche. Sauf que quand l'économie ralentit, vous installez moins d'usines, nécessairement. Nécessairement. Ce qui nous permet de rentrer dans une troisième phase de cette discussion qui est relocaliser, mais en fait, relocaliser quoi et comment On en parle dans la dernière phase, mais comme j'essaie de le pousser dans tous ces débats, ça devrait être la première question, en fait. Mais c'est assez logique, dans la réflexion qu'on arrive, on enlève les couches et puis on arrive à la racine. Et la racine, elle nous dit que c'est ça. C'est la première question qu'on doit se poser, c'est construire, fabriquer quoi sur notre territoire. Et là, très rapidement, moi, je veux absolument qu'on ait ce lien avec nos questions sur la consommation. Qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui ? Et donc, ça arrive à la notion des besoins, qui, le terme en lui-même, pose question. Alexandre Monin, dans ce concept de redirection écologique, parle beaucoup plus d'attachement, que je trouve intéressant, parce que je relisais encore là, je crois que c'est Ivan Illich qui disait qu'en fait on a transformé tout ce qui était nécessité et désir, on n'a plus utilisé qu'un seul mot qui est besoin. Nécessité, pour reprendre à nouveau notre vocabulaire actuel, ce serait les besoins vitaux. Si on a besoin de manger, de boire, de se loger, on va dire de s'habiller. Les désirs, c'est tout ce qui peut paraître non absolument essentiel. Et en fait, tout ça était englobé sous le terme besoin. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai même moi, quand j'y travaille, j'ai réalisé mon biais où j'utilisais le terme besoin partout. Alors après, je suis dans une réflexion intellectuelle où je veux communiquer avec les gens, donc autant utiliser un vocabulaire qu'ils comprennent. Mon but, je ne suis pas encore philosophe à créer des concepts qui
la population s'appropriera sur des décennies. Donc je parle de besoin, mais même moi, je m'aperçois que j'ai un biais là-dessus et qu'il va falloir qu'on fasse le tri et qu'on ait cette réflexion. Je pense que tu touches du doigt l'un des points peut-être les plus complexes aujourd'hui, à savoir faire le tri. Puisqu'on se rend compte que, d'une part, par rapport à la question des limites planétaires, mais aussi de choix sociaux, puisque tu le disais, en fait, si on veut relocaliser, si on veut rendre visible la matérialité de l'économie, qui n'est pas digitale ou dématérialisée comme on aimerait nous le faire croire, même le numérique, ça veut dire en fait concrètement rouvrir des mines, rouvrir des centrales, des usines un peu partout. Et ça, concrètement, on n'en a peut-être pas envie, en fait, sur notre territoire, puisque ça fait apparaître une destruction, une pollution en face de nous, dans nos jardins, j'ai envie de dire. Oui. Et donc, ça pose la question de quoi on a vraiment besoin. Donc, je suis peut-être un peu naïf, mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'espoir que le fait de récupérer sur notre territoire, de ramener sur notre territoire jusqu'au niveau de l'extraction, puisque par exemple dans l'Allier, il y a une mine de lithium qui devrait ouvrir d'ici 2027, si je ne me trompe pas, et qui pose des questions, parce que même si, j'avoue que je suis admiratif, là ils cherchent à réduire tous les impacts possibles. Ils estiment qu'ils diviseraient par 2 les émissions de gaz à effet de serre par tonne de lithium par rapport à ce qui est fait dans le reste du monde. Ils utilisent en fait une mine existante où les tunnels existent déjà, donc en fait normalement la poussière devrait être minime. Ils avaient mis en place des systèmes pour réduire la poussière, pour ne même pas avoir des camions sur la route, qui était un des sujets que beaucoup de gens qui vont mettre en place un pipeline qui va se connecter à une voie ferrée pour transporter par train. Ils essayent de tout faire. Mais même avec ça, les gens, pas tout le monde, certains attendent parce que création d'emplois, et on sait toujours que ce type d'activité crée des emplois indirects, puisque chaque personne qui va venir s'installer pour travailler va consommer, va aller chez le coiffeur, va aller à l'épicerie, donc crée beaucoup d'emplois. Et puis il y a toute une partie de la population qui se dit « Ah oui, d'accord, mais cette mine, elle était plus active, elle a eu des impacts, il y a eu des produits chimiques utilisés qu'on retrouve dans certaines parties dans les nappes phréatiques. Il y a des inquiétudes sur le fait que réexploiter la mine va peut-être créer des mouvements qui vont amplifier ce déversement de produits chimiques dans les nappes phréatiques, même si ce n'est pas lié à l'activité actuelle, etc. » Mais l'avoir sous son nez, est-ce que ça peut amener à cette question, à se dire, lithium, indispensable aujourd'hui pour les batteries. On passera peut-être aux batteries au sodium, c'est théoriquement l'avenir des batteries, mais pour l'instant, le lithium, au passage, on se rappeler que c'est mieux que le nickel et le plomb, parce que pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez peut-être que les batteries, entre autres même dans les vélos électriques, j'en vendais sur mon site de e-commerce il y a de ça plus de 10 ans, et beaucoup des batteries n'étaient pas au lithium à l'époque. On a envie de dire c'est indispensable. J'en ai besoin pour mon téléphone portable, j'en ai besoin pour la future voiture électrique. Donc, téléphone portable, on peut avoir un long débat sur la futilité ou pas de cet objet. Sur la voiture électrique, on considère que c'est un objet de transition écologique, donc qui aide à améliorer normalement. Sauf qu'on s'aperçoit que même les objets de transition écologique ont un impact écologique. Mais oui. Et est-ce qu'on l'accepte ou pas? Et en l'ayant chez nous, là, à ce moment-là, on se pose la question. Est-ce qu'on veut avoir ça chez nous? Et moi, là, je vais être un peu plus violent et dire, oui, mais si vous n'acceptez pas, moi, je voudrais que vous acceptiez de vous poser la question, combien de voitures vous voulez dans votre famille? Ouais. Je pense que ce schéma, il faut que quelqu'un tire ce fil. Au niveau politique, c'est pas possible aujourd'hui, puisqu'on est sur un schéma de croissance économique, donc on veut vendre plus. Mais je pense que ça doit poser cette question. C'est dire, il y a 2 voitures dans la famille. Dans 20 ans, je m'extrapole, parce que jusqu'en 2034, on pourra encore vendre des voitures thermiques. Mais il y a tendance à penser que les courbes vont se croiser avant. Est-ce que vous voudrez 2 voitures électriques? J'écarte le fait que est-ce qu'on aura même assez de lithium pour faire toutes ces batteries? Ça c'est une question que, et là je dis je suis heureux de voir cette bonne dynamique. Le secrétariat à la planification écologique l'admet ouvertement. La France aura besoin de 5% du lithium mondial après 2030. La France c'est 0,8% de la population mondiale. De quel droit on va s'arroger 5% du lithium mondial? C'est une autre question. C'est pas grave, les Congolais continueront à marcher. Très bien. Oui, très bien. Non, mais je vois où tu te positionnes, ça ne me surprend pas. Mais je savais bien entendu que tu étais cynique. Mais j'espère qu'avec cette relocalisation, on comprenne que chaque objet a un poids qui est terrestre, en fait, quelque part.
va en face notre poids d'attachement émotionnel. Et c'est ça qui se rentre en confrontation. Et comme toujours, si on avait beaucoup de temps, enfin, Oui. on prendra le temps qu'on prendra à un moment, sauf si on devient un pays autoritaire. Mais en fait, viennent se confronter ça, en fait. Cette exploitation terrestre et cet attachement à l'objet. Et là, ça y est, en relocalisant, on les mettrait l'un en face de l'autre. On se mettrait nous-mêmes en face de nos contradictions et ça nous obligerait à y réfléchir. Alors qu'aujourd'hui, c'est j'ai besoin de quelque chose, 2 clics et il paraîtrait, j'ai vu que maintenant vous pouvez en 2 heures, peut-être pas tous les produits de cette superbe plateforme Infini, qui a presque inventé la notion d'infini, vous amène en 2 heures chez vous. Il va falloir changer ça. Il va falloir changer ça. Mais, pour revenir et faire la boucle avec ce que je disais au début, au niveau systémique, ça pose d'énormes questions. Oui. Puisque notre système socio-économique est basé sur le fait d'acheter plein de trucs. Ouais. Donc, ça repose toutes ces questions. Et j'ai tendance à penser, c'est une opportunité, mais extraordinaire. Moi, Oui, de se poser ces questions et d'être confronté réellement en fait à ce que c'est que la production sur le territoire et est-ce qu'on veut avoir un smog comme à Londres à une époque et pas si lointaine, hein, puisqu'on parle des années 60 ou 70, hein, Oui. où en fait on a du mal à respirer à cause des usines à charbon qui tournent autour. Encore une fois, je reprends l'exemple du Vietnam, je t'en parlais rapidement hier, mais enfin, il y a des journées en fait et assez fréquentes où à Ho Chi Minh Ville, les enfants étaient enfermés à l'intérieur des bâtiments des écoles parce qu'il y avait trop de pollution au niveau de l'air. Et ça, c'est quelque chose de normal, où les gens vivent à l'intérieur avec, enfin, les riches, hein, ceux qui peuvent se le permettre, avec des purificateurs d'air, où l'eau est privatisée, parce qu'on ne peut pas boire l'eau potable. Enfin, si les pauvres la boivent et du coup sont malades, mais les autres, c'est Coca-Cola et Nestlé, et qui ont des monopoles sur l'eau. Donc on voit en fait aussi que c'est... malgré en fait cette matérialité qui existe, elle pose une question éminemment politique et démocratique, puisque il est possible pour une minorité d'imposer des conditions dont cette minorité arrive à s'extraire à la majorité de la population qui en subit les conséquences. Et c'est pour ça que je pense essentiel de se réapproprier ces sujets en partant des besoins qui vont être notre quotidien. À nouveau, j'utilise le terme besoin pour englober toute cette réflexion, pour se le réapproprier politiquement, pour rejoindre vis-à-vis de ce qu'on se disait, vis-à-vis des choix qui ont pu être faits dans le passé, pour faire un choix en pleine conscience, avec le maximum d'informations à disposition et faire un choix politique pour la politique, et je ne parle pas de politique partisane, mais la vie de la cité, et pour vraiment se réapproprier ces sujets, ne pas croire qu'ils sont des sujets d'experts, puisqu'ils partent de ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez consommer. C'est votre vie. Vous êtes un expert de ce que vous avez au quotidien. Qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous consommez. C'est vous l'expert ou l'experte. Donc vous connaissez votre quotidien. Si vous prenez conscience de ce que chaque objet que vous achetez prend à la terre ou détruit de la terre, et donc de votre milieu, de là où vous vivez, vous lancez cette réflexion et à ce moment-là, vous commencez à prendre du recul. Et là, vous prenez un positionnement et vous commencez à vous faire un avis politique. Et je ne dis pas que les gens n'ont pas d'avis politique. Il se trouve qu'en plus, on est dans un pays où on aime bien ça, dans l'absolu, même s'il y a un certain fatalisme quand même, hein, qui est montré dans les abstentions, je pense, électorales. Mais il faut, tu as raison, il faut absolument se réapproprier ce sujet et s'en emparer. Que ça ne devienne pas un sujet purement d'experts en économie. Sinon, on va à la catastrophe, parce que qui va faire les choix ? Eh ben, ils ont été faits, hein, depuis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais réalisés quand même. Hein. Donc la France a réalisé à partir de 2008-2009, sous la présidence Sarkozy, que bon, peut-être que l'entrée de la Chine dans l'OMC, on avait peut-être fait aussi rapide et en abaissant autant les barrières douanières, on avait peut-être fait une erreur. Bon. Donc il y a eu plein de dynamiques qui ont été lancées, Conseil national de l'industrie, les pôles de compétitivité pour essayer de se positionner sur l'innovation, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont quand même eu un effet, on le voit dans les courbes, à ralentir la baisse de la part de l'industrie, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et puis là, il y a toute une dynamique. Entre autres, voilà, j'inclus pour englober ce qui avait commencé sous Covid avec France Relance, qui s'est, alors j'ai pas jamais bien compris, s'est intégré ou remplacé par France 2030.
ce grand projet en 10 points que vous pouvez trouver sur Internet, où il y a dessus l'avion bas carbone, les biomédicaments et autres éléments comme ça que je considère très technologiques, et donc pas que industriels, hein, mais une part industrielle avec 54 milliards de financements prévus, etc. Et moi, la question que je n'arrête pas de poser, elle est où la vision politique ? C'est-à-dire qu'on est sur une liste d'axes, de secteurs, on va dire. Et si on en vient à se poser la question sur les besoins, on aurait dû commencer par là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie ? Et ça peut paraître extrapolé entre est-ce que je veux le modèle de téléphone portable et quel genre de vie je veux vivre ? Eh bien, je pense que c'est très lié. Parce que notre système et notre société s'est organisée autour de l'économie, qui est devenue la composante principale. La RSE montre souvent de façon simplifiée pour les entreprises, mais je pense que ça définit beaucoup de choses, hein, le social, donc nos relations humaines, nos relations à l'environnement et notre relation à l'économie. Bon, on sait tous que l'économie a écrasé tout le reste depuis plusieurs décennies. Donc oui, vos relations aux objets posent des questions sociétales et quel genre de société on veut. Quelles sont nos priorités ? Est-ce qu'on veut faire de l'économie pour l'économie ? J'adore cette phrase d'André Gorz. L'économie n'a de sens que si elle est au service d'autre chose qu'elle-même. Et ça, moi, c'est ma plus grand constat, et j'ai peut-être mis trop longtemps à le réaliser, à quel point l'économie est devenue le seul indicateur. Mais l'économie, c'est un outil qui est censé organiser des échanges commerciaux. Enfin, des échanges, on va dire. Enfin, c'est même, c'est même pas forcément des... Oui, c'est quand tu dis échange et pas forcément marchand, en plus. Voilà, exactement. Exactement, parce que l'économie sociale et solidaire, enfin, on peut avoir plein d'autres choses. Et est-ce qu'on l'intègre dans l'économie ou pas ? Bon, ça, c'est un autre débat. Il y a peut-être puisqu'il porte bien son nom, le SS, il y a un tuilage, un recouvrement avec aussi la partie sociale de nos vies. Mais ça questionne clairement quelle société on veut. Alors, on va dire, mais tu pars un peu loin. Oui, mais tirez le fil. Vous-même, vous n'avez pas besoin d'être philosophe. Tirez le fil au bout de 5 secondes. Je renouvelle pas mon téléphone, d'accord ? Donc, les tels revendeurs va moins en vendre. Alors, il faut qu'il change son modèle économique, s'il veut toujours faire de la croissance économique de son chiffre d'affaires. D'accord. Mais est-ce qu'il est obligé de faire de la croissance de son chiffre économique d'affaires ? Est-ce que c'est indispensable ? Oui, pour soutenir notre système social. D'accord. C'est quoi l'objectif de notre système social ? C'est de fournir de la santé. Comment est-ce qu'il le fournit ? Etc. Est-ce qu'on n'a vraiment pas l'argent pour ça ? Ou est-ce qu'on a choisi une répartition des budgets ? Ça va très très vite. Alors, on va dire que je l'ai tiré très vite entre le téléphone et la sécurité sociale. Ou des modes de création monétaire, par exemple, aussi. Ah, voilà, alors là, on va encore une étape plus loin. Et à la fin, c'est quel style de vie, donc dans quelle société on veut vivre. Et je te disais dès le début pourquoi ce sujet, je le trouvais très intéressant, et il y en a sûrement d'autres comme ça, mais que relocaliser est un peu central par cette fabrication de l'objet. Et donc, pour donner une présentation potentielle d'alternative, je pousse souvent, moi, le sujet du textile. Je ne suis pas spécialiste spécialement, mais je trouve que les produits techniques et technologiques, je ne suis pas pour qu'ils disparaissent tous demain matin, qu'on ait des discussions sur tous, oui. Mais par contre, j'ai tendance à penser, par exemple, qu'il faudrait peut-être qu'on s'autonomise, pour revenir à ce qu'on disait au début, sur des produits plus basiques, typiquement les vêtements. C'est-à-dire que je suis un tout petit peu plus vieux que toi, j'ai connu la vie avant le téléphone portable, je pense que toi aussi un petit peu, je ne veux pas donner ton âge pour pas casser le mythe, mais je pense que tu as connu un peu, et moi j'ai connu très longtemps, très longtemps, même en ayant vécu aux États-Unis, j'en ai pas eu, parce que j'étais étudiant, comme j'ai fait une thèse très longtemps, donc pas très riche, pendant très longtemps, et ça coûtait cher à l'époque un téléphone portable, et je sais que ça paraît dingue, j'ai survécu. Alors, j'arrive en retard à plein de rendez-vous sans prévenir les gens. Oui, ça a été horrible pour plein de gens, malheureusement, parce que j'ai plein de défauts dans celui-là. Ne t'inquiète pas, les gens arrivent en retard, même sans prévenir. Ils peuvent prévenir. Parfois. Ça donne une marque de respect, quand même, on peut espérer. Mais on a survécu. Je partais avec des plans papier, etc. Je dis pas retour, je dis juste on a survécu. Il faut, comme le zero is no alternative pour le système économique, il faut arrêter de croire qu'on ne pourra pas vivre sans certains objets. Mais je pense que des choses plus basiques comme des vêtements, parce que la société veut qu'on ne se balade pas tout nu, peut-être que nos normes vont changer et on aura moins besoin de vêtements. Pour l'instant, on a besoin de s'habiller. J'aimerais bien qu'on obtienne plus de résilience sur des produits plus basiques comme ça. Manger, boire, s'habiller, se loger.
Ouais. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, je dis juste, je suis étonné qu'on ne parle pas plus dans ce projet de relocalisation, de réindustrialisation. On en parle parce qu'il y a des gens qui se battent, des gens comme Julia Faure avec Loom, le slip français qui fait beaucoup de choses et qui essaye en plus de créer un réseau et créer des choses. Et ils ne sont pas les seuls, je sais qu'il y en a plein. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins soutenus, mais à nouveau, j'ai peut-être pas tous les chiffres, toutes les aides qu'ils reçoivent, que la fabrication d'une gigafactory de batteries à Dunkerque, qui est sûrement très importante, puisqu'il va falloir qu'on remplace ces voitures à moteur thermique par des voitures électriques. Donc je comprends l'importance de gagner en indépendance là-dessus. Ou même la relocalisation d'une usine de microprocesseurs du côté de Grenoble, par exemple. Voilà. Et en fait, il y en a partout des microprocesseurs. Pose la question, est-ce qu'on en veut ou est-ce qu'on n'en veut pas ? Le paracétamol, là, je comprends un peu mieux. Mais en plus, parce qu'on est sur projet de société, et là où je parle de manque de vision politique, c'est pour revenir à la notion d'attachement. Une fabrication de batterie, je suis désolé, même s'il y a plein de gens qui peuvent trouver ça cool et qui voient l'enchaînement sur le fait, tiens, on va être plus indépendant pour fabriquer des petites voitures électriques. Ça y est, on a compris qu'il fallait faire des petites voitures électriques, surtout si on ne voulait pas qu'elles soient toutes chinoises. Il faut que Renault et Peugeot s'y mettent, et ça y est, ils y arrivent. On a plus, moi j'ai tendance à penser qu'on s'attachera moins à des batteries de lithium qu'à des vêtements. Fabriqués localement, avec peut-être du lin ou du chanvre. J'extrapole, je vais loin. Aujourd'hui, on en est très loin. Mais créer un attachement, parce que là, c'est un produit là, qu'on va porter. La batterie, vous dites pas, elle est jolie, quoi. Enfin, un vêtement, on peut avoir une discussion sur l'esthétique. T'as pas envie de dormir avec, toi. Voilà. Alors si, mais bon, c'est des trucs à moi, c'est un peu spécial. Je ne demande pas à tout le monde de s'aligner avec. Mais ce que tu dis, Jérôme, en fait, c'est hyper intéressant. Et tu vois, par exemple, sur la question du smartphone, c'est pour reprendre cet exemple. On est tous les deux d'accord. Tu vois, moi, j'ai même pas de smartphone, donc c'est sur le fait que c'est pas qu'on peut tout à fait s'en passer. Et on a tous connu, en tout cas, si vous avez plus de 35 ans, un monde sans téléphone portable avant. Et effectivement, on vivait très bien. Mais aussi pourquoi ? C'est parce qu'en fait, le système technique en fait, était pensé, et le système social était pensé sans téléphone portable. Bien sûr. Toute la difficulté aujourd'hui, en fait, et c'est pour ça qu'il y a un besoin politique et de changement systémique. En fait, c'est sortir tout seul, ça change rien et ça nous met juste en difficulté. Et c'est vraiment le gros problème aussi. Donc voilà, c'était juste pour ne pas individualiser. Je sais que c'est pas du tout ce que tu pensais, mais juste expliquer à quel point en fait c'est une décision qui doit se prendre à l'échelle de la société. Oui. Pour en sortir. Il y a plein de positions intermédiaires en plus. Même ne pensez pas que j'arrive parce que je vais reconnaître. Donc Jean-Philippe n'a pas de smartphone. Moi, j'ai un Fairphone. Voilà, donc j'ai un smartphone. Moi, je me mets des challenges. Mon téléphone précédent, je l'ai gardé 6 ans et demi, d'une marque coréenne. Là, j'ai un Fairphone. Je me suis mis un objectif, je veux le garder 10 ans. Bon, j'ai pas de questions. Je n'ai pas 25 ans, donc c'est vrai que j'ai pas de questions de statut social, de visibilité vis-à-vis de l'image d'avoir le dernier smartphone. Je le reconnais, je le dis souvent à mes étudiants. Je comprends que je n'ai pas les mêmes enjeux de. T'es pas sur TikTok non plus ? Alors non. Non, alors là, j'ai même jamais mis les pieds. C'est-à-dire, je vois ce que c'est exactement, mais je suis même pas sur Twitter, enfin X, je sais pas quel est le nom, etc. Mais ça, c'est des choix personnels de temps, de gestion de temps, et je suis pas du tout méprisant. Je comprends que des gens aillent chercher de l'info là-dessus, mais j'ai pas les mêmes enjeux. C'est clair qu'une génération, je le comprends complètement. C'est devenu, moi, j'avais sûrement des trucs sur les vêtements quand j'étais jeune, qui maintenant est vêtements plus téléphone. Bon, on a tous eu à des générations. Faut pas non plus faire ça dessus. Mais il y a peut-être des intermédiaires, c'est-à-dire que votre téléphone portable, enfin, c'est comment trouver la bonne expression ? C'est un super ordinateur, quoi. C'est-à-dire la puissance de cet objet est complètement dingue. Ouais. Et soyons clairs, par rapport à ce que vous en faites, il y a un contraste quand même très significatif. Nous n'avons peut-être pas besoin tous de cette puissance de... Alors, sur ce, qu'on arrive à un emballement, parce que bien sûr, quand des meilleurs microprocesseurs sont disponibles, les applis vont vouloir profiter à fond de cette puissance, dont les jeux, etc. Mais même moi, je reconnais, j'utilise mon téléphone, j'utilise à nouveau, je ne dis pas que je corresponds à la moyenne, mais le nombre de fonctionnalités qu'on utilise de ces téléphones est ridicule. Oui, en plus, c'est des objets qui sont d'une complexité et d'un niveau technologique qui ne correspond pas réellement à nos usages. Exactement. Donc, il y a peut-être des simples intermédiaires à trouver. Rien que ça. Je ne dis pas enlever tous les téléphones portables, je dis réfléchissons. Et plus le produit soit simple, moins ça veut dire qu'il y a de composants dedans. Ouais, plus ça
potentiellement, on peut réduire le nombre de dépendances si on relocalise une partie de la fabrication. Plus vous simplifiez, plus c'est facile de relocaliser. Ouais. Bah, justement, moi j'aimerais qu'on en dise 2 mots peut-être en ouverture en fait de cette discussion sur ce que ça implique réellement de relocaliser. La simplicité, sobriété, quelque part, vont être très liées et ça doit se retrouver dans ce qu'on va fabriquer parce qu'on va pas rien fabriquer, hein. On va pas tout faire avec du bois et des pierres et de la terre cuite, même si on va sûrement fabriquer quelques maisons de cette manière-là. Il faut être réaliste, on va avoir besoin, parce qu'on est beaucoup, hein, on est 67 millions dans ce pays, il va falloir faire du volume, etc. Même si tout le monde n'a peut-être pas le dernier cri de téléphone portable, un moyen de se contacter, il en faudra un, et peut-être ça sera des téléphones très simples, mais très durables, qu'on va garder. Je me suis fixé un objectif de 10 ans. Bon, c'est vrai que je ne fais pas des sauts en parachute avec ça, mais ça me paraît faisable de garder un objet pendant 10 ans et peut le renouveler et y faire attention, changer sa relation à l'objet. Mais plus on le simplifiera, plus ça sera facile. Eh oui. Tout ça, enfin vraiment, réfléchir en simplicité, de style de vie, de relation aux objets et des objets eux-mêmes. Ouais. Je dis pas que ça va être facile, mais ça simplifie tout. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas cool. Oui, c'est ça. C'est Parce pas que, cool. par exemple, je pense à ça, pourquoi ? Parce que même sur le textile, quand on pense à tous les produits éco-conçus, etc., mais j'ai envie de dire, enfin, quand on voit, par exemple, Uniqlo qui va nous vendre des t-shirts thermiques, etc., je veux dire, ça ne sera jamais en fait quelque chose de compatible avec les limites planétaires donc c'est ça aussi que je voulais dire. Parce que la fibre est du polyester, donc en final, ouais, si elle est super bien organisée et pensée avec je ne sais quoi, oui, il y a du pétrole à gogo dedans, ça reste un t-shirt au pétrole, on est complètement d'accord. Mais oui, simplicité, sauf que le moment où les objets deviendront moins importants, il va falloir qu'on se reparle plus les uns les autres. Ouais, ça peut être sympa aussi. Mais... Ah, mais c'est sympa. Chaque fois que les gens le font, c'est 1000 fois mieux. Alors, vu qu'on tire dans ce sens-là, et on en a déjà parlé, je suis très intéressé par les travaux d'une anthropologue qui s'appelle Mary Douglas et qui classifie selon une certaine grille différentes visions du monde. Et chacun peut bouger de vision du monde en parlant des hiérarchistes, des égalitaristes et des individualistes. Les égalitaristes, on va dire, sont plutôt les écologistes. Les hiérarchistes pourrait être la société, on va dire, plutôt des françaises des années 60, 50, 60, pour simplifier. Et la vision individualiste est un peu celle qui a pris le pas, hein, et elle est dominante. Et soyons clairs, je suis sûrement sur certains aspects assez adhérent de cette vision, mais elle a pris tellement le pas que on est beaucoup concentré sur nous-mêmes. Je pense que c'est un des problèmes principaux qui se retrouve dans le fait des achats d'objets, qu'on veut des objets différents, toujours plus originaux, qu'on en faut plus. Parce que j'ai tendance à penser que l'humain étant un animal social, en fait, on compense sûrement quelque chose par ce biais-là. Et c'est sûr que ça va dévaloriser l'objet. Parce que plus on va le simplifier, plus on va l'uniformiser, moins on va se différencier peut-être, où il y aura peut-être plus de créativité là-dessus, mais qu'on fera nous-mêmes. Oui, on aura peut-être tous le même manteau, où il y aura, je dis une bêtise, peut-être que dans 30 ans, il y aura, je sais pas quoi... que 50 modèles de mes manteaux. Ça paraît déjà beaucoup, mais c'est ridicule par rapport au nombre qui existe. Il n'y aura que 50 modèles de mes manteaux. Encore que si vous baladez dans une grande ville, vous verrez que chez les jeunes, il y a quand même une certaine uniformité sur certaines choses, mais quand même. Et que vous le rendrez plus original par vous-même, en le décorant, le truc. Voilà. Mais oui, il va falloir la simplicité. Et il va falloir désacraliser les objets. C'est sûr. Et ça va être décevant pour beaucoup, peut-être, en disant, bah ouais, mais j'adore ça. Très bien, on va trouver d'autres occupations qui va être, moi j'ai tendance à penser, plus s'occuper les uns des autres. On va peut-être passer plus de temps les uns avec les autres. Regardez les statistiques de la solitude en France. Ouais. Regardez les statistiques de la dépression et du mal-être. Hein. Il y a un truc très ambivalent sur le télétravail. On a l'impression que ça rend plus heureux des gens. On n'est pas sûr. Chez les étudiants, on a l'impression que ça a eu des impacts... plutôt fortement négatif, de la connexion humaine. Donc je sais que ça peut paraître surprenant, on parle de production, de fabriquer des objets, et je vous parle de relations humaines. Non seulement il en faut quand on va créer une entreprise, hein, parce que ça pose toute une sorte de question de gouvernance, même sur cette entreprise. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, même à la limite, pour reparler de relations humaines,
J'ai très envie de pousser fortement, je pense, ces concepts de SIC, de Hmm. société coopérative, mais d'intérêt collectif, qui je pense est même encore plus intéressant que seulement la SCOP, qui permettrait donc de créer des différents collèges, donc ça veut dire différents groupements qui ont des droits de vote, mais qui sont organisés de différentes manières dans la gouvernance. Et dedans, en général, souvent quand une SIC s'installe, elle va avoir des représentants des collectivités, mais avoir des représentants des clients, des consommateurs, qui sont peut-être pas nécessairement les habitants, parce que ça pourrait être encore un autre collège, les habitants autour de l'usine. Ouais. Et là, à nouveau, quelque part, cette production redevient une connexion humaine aussi, en se disant, non mais c'est pas juste, on met un bâtiment pour avoir du boulot et fabriquer des objets. C'est une composante de notre société. Et la RSE portait bien son nom. Elle a été peut-être galvaudée ou pas exploitée, mais responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Une entreprise est intégrée dans la société. Eh bien, jouons pleinement ce rôle, pas juste de façon, bah oui, mais comme j'emploie des gens, bien sûr, je suis intégré. Non, non. En intégrant dans la gouvernance, les gens vont donner leur avis et être au courant dans l'autre sens et se l'approprier. Oui, ce qui nous fait ouvrir pas mal de portes, notamment celle de la propriété, du Bien droit sûr, de la décision, question, de la liberté etc. d'entreprendre, etc. Tout à fait. Et je pense que rien de tout ça n'est complètement incompatible. Il faut peut-être réfléchir si la SIC est trop violent pour certains dans une phase intermédiaire, il faut peut-être réfléchir. Mais je pense qu'elle porte en elle des éléments très très intéressants. Il a sûrement plein de défauts. C'est vrai que j'utilise souvent l'exemple de la marque du consommateur. C'est qui le patron, qui, je crois, en septembre a été la brique de lait la plus vendue en France. Allez voir sur leur site. Vous pouvez voter pour le prochain produit. Même si vous n'êtes pas sociétaire, et c'est une coopérative, vous pouvez voter pour le prochain produit qu'ils vont fabriquer. Vous pouvez après voter pour les conditions de fabrication et vous voyez le prix évoluer. Je voudrais que toutes les entreprises fassent ça. Ça paraît... C'est peut-être pas simple, j'en sais rien, je ne sais pas quelle machinerie il y a derrière, à quel point c'est compliqué pour eux, mais je trouve que ça change la relation, là c'est dans l'agroalimentaire, mais ça change toute la relation à l'objet, à l'entreprise. Vous pouvez devenir sociétaire pour 1 euro et donc vous avez le droit de vote. Enfin, c'est très intéressant. Après, ça coche beaucoup de cases. Petit bémol quand même sur l'exemple que tu cites par rapport aux revenus réels perçus par les producteurs. Je sais, on me l'a déjà soulevé et il y a... Voilà. Mais oui, c'est très intéressant. Ne cherchons pas le modèle parfait. De penser il n'y en a aucun pour l'instant. Des décisions, des modes de décision collectives, ça restera un des leviers les plus actionnables, en tout cas aujourd'hui, je pense. Il y a les PTCE aussi qui ont été mis en place. Donc penser l'organisation du territoire et de l'économie à l'échelle du territoire avec les différents acteurs. Je trouve que c'est aussi des modèles qui sont hyper intéressants pour en fait se réapproprier la décision politique et revenir à ce que tu disais, qui sont en fait quel choix de société. Et par rapport à la relocalisation, je pense que c'est effectivement à la fois nécessaire et souhaitable en fait. Il va falloir qu'on redevienne politique. Mais à nouveau, je ne vous parle pas que de vote aux élections, je vous parle politique, s'intégrer dans la cité et arrêter de déléguer. Alors oui, ça prend du temps, donc ça amène aussi la réflexion vis-à-vis de notre relation au temps. Mais il va falloir nécessairement, sinon on va tout subir, être content ou pas content, ou s'adosser ou s'attacher à une vision du monde qui nous aura été apportée et définie par d'autres, potentiellement des experts. Moi, à chaque fois qu'on me demande quel produit il faudrait ramener, alors bon, je finis par le dire en utilisant le textile, mais je répète tout le temps, mais c'est pas à moi de décider, surtout pas, surtout pas. Bon, je sais pas si je suis un expert, mais on me donne un petit peu la parole, mais je ne veux pas, quoi. Je dis, mais décidez-vous, posez-vous la question, là, vous rentrez chez vous, vous faites le tour de tous vos objets, vous dites et vous pouvez commencer à poser la question. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important? Prochaine fois que vous achetez un objet, posez-vous les questions. La méthode bisou, je ne sais plus l'anagramme exact, que j'ai vu être repris par même le gouvernement, qui a été inventé par 2 femmes, sur est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai pas déjà l'équivalent chez moi. Voilà, bon, ça marche, ça dépend, chacun trouve son truc, sa méthode, mais trouvez des petites méthodes pour questionner vos achats. Ce sera juste un début. Et moi, des fois, je le dis aux gens, appliquez-le, et même si vous le respectez pas, c'est pas grave, mais testez-le pour voir. Et c'est pas se culpabiliser, c'est se dire, je dois me poser cette question vis-à-vis de la planète, de l'avenir et du type de société que je cherche. Donc c'est un entraînement. C'est comme
on lâche pas sa voiture du jour au lendemain. Non, tous les gens qui font l'accompagnement vont vous dire, tiens, essaye une fois les transports en commun pour voir. On dit pas, bah non, lâche la voiture, sinon t'es un monstre, tu tues l'avenir de tes enfants. Personne n'évolue avec ce type d'échange. Il faut accepter le progressif, il faut accepter l'expérimentation de la personne pour trouver sa manière, son chemin, pour qu'elle se l'approprie. Merci beaucoup Jérôme. Je rappelle ton livre Relocalisé chez Tana Édition, collection Fake or Not, que je recommande chaudement à tout le monde. Et je te dis à très bientôt. Merci Jean-Philippe, au revoir.